Bonjour et bienvenue à mon webinaire sur les pratiques gagnantes en mathématiques. Je m'appelle Carolina Rovinot, je suis professeure adjointe à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Je suis didacticienne en mathématiques, je suis passionnée pour l'enseignement des maths et j'aime bien transmettre ces passions à mes étudiants. Dans ce webinaire, j'ai comme objectif décrire les pratiques qui m'ont permis de former des enseignants qualifiés, ainsi que vous partager les piliers sur lesquels ces pratiques sont fondées. Pour ceci, voici les plans. Je commencerai par donner une définition de ce que nous considérons comme pratiques gagnantes en mathématiques, pour ensuite présenter des principes et des composants qui sous-tendent ces pratiques, accompagner des exemples de pratiques en mathématiques et des témoignages des étudiants, pour finaliser avec une synthèse des idées plus importantes. Qu'est-ce que c'est une pratique gagnante? Daniel Abril et Jasmine Abouchema la définissent comme une démarche intégrée d'optimisation de la qualité des services éducatifs offerts. Pour le mouvement québécois de la qualité, elle est vue comme une technique ou méthode non encore normalisée, mais appliquée avec succès pour un ou plusieurs organisations. Et se caractérise pour les résultats positifs qu'elles produisent et qui ont un impact mesurable sur la performance de l'organisation. Pour pratique gagnante en mathématiques, il n'existe pas une définition précise. Ce que nous trouvons souvent, c'est l'idée qu'il n'existe pas une pratique gagnante en mathématiques, sinon plutôt des stratégies qui doivent être adaptées en fonction du contexte. Néanmoins, je compte vous proposer la définition suivante. Sera le dessin des expériences variées d'apprentissage fondées sur les résultats de la recherche du domaine qui vont permettre aux futurs enseignants de s'engager à offrir un apprentissage de mathématiques de qualité qui tient compte de tous les élèves. Sur la base de ces définitions, voici les principes et les composants qui la modélisent. Un de nos principes directeurs, c'est la diversité et l'inclusion. Pour nous, une des premières caractéristiques d'une pratique gagnante, c'est qu'elle soit adaptée à la diversité en vue de créer et encourager les conditions qui facilitent l'apprentissage. Actuellement, nous comptons avec beaucoup de résultats issus de la recherche, donc une connaissance plus approfondie du trouble didactique, savoir enseignant-élève. Nous mettrons en lumière certains de ces concepts pour la modélisation des pratiques gagnantes. Et pour compléter, l'innovation en éducation. D'un côté, nos sociétés sont en permanent changement et évolution, raison pour laquelle nos étudiants doivent être formés pour répondre de manière adéquate aux attentes du système éducatif. D'un autre côté, la recherche constate que l'utilisation de matériel didactique et technologique apporte davantage dans la mobilisation de l'épistémologie de l'ancien élève au futur enseignant. Les recherches en diversité et inclusion sont d'accord qu'il y a un potentiel associé à une reconnaissance de la diversité, ainsi qu'à la nécessité de réagir à la présence de pratiques d'enseignement uniformes. Cette réalisation est exprimée et actionnée à plusieurs niveaux. Notre faculté d'éducation a comme axe central la promotion de l'équité et la justice sociale, mettant l'accent sur des pratiques d'enseignement et d'évaluation inclusive, équitable et antiracistes. On cherche aussi la collaboration avec les écoles pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies qui favorisent les expériences inclusives. Au niveau des politiques éducationnelles, l'éducation inclusive est basée sur les principes d'acceptation et d'inclusion de tous les élèves, veille à ce que tous les élèves se sentent respectés dans le curriculum et dans les milieux scolaires en général, où la diversité est valorisée et toutes les personnes sont respectées. Il est attendu la valorisation et la célébration de la diversité qui existe parmi les élèves, la reconnaissance que tous les élèves peuvent réussir et qu'ils l'apprennent pas de la même façon, la définition de la communauté inclusive comme étant un milieu optimal et équitable pour l'apprentissage. Il nous semble primordial que nos étudiants s'imprègnent de ces valeurs. Cette triplette didactique a été largement étudiée.
nous pouvons décrire le savoir, l'enseignant et l'élève de multiples différentes manières. Par exemple, les savoirs didactiques, les savoirs pratiques, les savoirs pédagogiques, les savoirs disciplinaires. Les conceptions, les croyances et l'épistémologie de l'enseignant, ainsi comme les impacts dans l'enseignement, son rôle, ses connaissances dans les différentes disciplines. Nous savons aussi que les temps didactiques, ce n'est pas le même pour tous les élèves. Chaque élève apprend à un rythme et à une manière différente. La confiance en soi-même est un élément important pour la réussite de l'élève. Certaines approches didactiques ont donné beaucoup de responsabilités à l'élève. Il le met au centre de son apprentissage et aussi comme le conducteur de son propre apprentissage. Maintenant, sur quelles de ces conceptions je me base pour concevoir des pratiques gagnantes en mathématiques? Voici quelques-unes de mes questions directrices qui m'ont permis de définir les éléments modélisateurs de ces pratiques gagnantes. Quelle conception des mathématiques et de son enseignement privilégierait le dessin et la mise en œuvre des pratiques gagnantes en mathématiques? Quel rôle joue l'élève et l'enseignant dans l'activité mathématique et quelle importance a sa prise de conscience dans les pratiques de formation? Sur quel type de valeurs ou de principes faudrait-il baser les interactions pour inclure la diversité dans les pratiques de nos futurs enseignants et favoriser les apprentissages de mathématiques? Comment les ressources et la technologie interviennent-elles dans les apprentissages de mathématiques? Pour mobiliser la conception de l'enseignement, je m'appuie sur la théorie de l'objectivation du chercheur Bruce Radford, où le savoir est vu comme un système politico-culturel de capacités génératives d'action et de réflexion, de manière d'agir et de penser le monde. Ce savoir ne se peut pas rendre à la conscience pour lui-même. Pour cela, on a besoin de la médiation. Et la médiation, c'est justement l'activité mathématique. Et ce qui apparaît à travers la médiation, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est la version tangible du savoir. Pour nous, l'apprentissage est vu comme un processus de rencontre de signifiés, qui implique en même temps des processus d'objectivation et de subjectivation, qui sont constitués dans une activité non aliénante entre enseignant et élève. Ces processus entraînent à la fois le faire en mathématiques comme être en mathématiques. L'enseignement, c'est une activité politique, sociale, historique et culturelle qui vise à la création dialectique de sujets réflexifs et éthiques qui se posent de manière critique dans la pratique d'enseignement. Ici, le rôle de l'enseignant est conçu en fonction d'un engagement social. L'enseignant se centre à la promotion du concept de personne autonome qui est sensible aux autres et où sa réalisation personnelle prend sens à l'intérieur d'un travail conjoint. Le rôle de l'élève est défini dans un contexte aussi social où lui, il apprend avec les autres. Dans la théorie de l'objectivation, l'enseignement et l'apprentissage sont contextualisés comme une même et seule activité. Même si l'enseignant et l'élève ne font pas la même chose, les deux s'engagent dans la production commune d'un travail. Ces productions sont riches d'un point de vue du savoir étudié, mais aussi sont riches d'un point de vue des transformations possibles du sujet impliqué dans l'activité. Ces transformations se produisent dans les interactions. Pour nous, elles donnent une orientation éthique spécifique à l'activité d'enseignement et d'apprentissage, qui est axée sur trois principes: la responsabilité, le prendre soin de l'autre et l'engagement. Dans la théorie de l'objectivation, la responsabilité est conçue comme l'union, la connexion, les liens avec les autres, qui s'expriment à travers la réponse que nous faisons à l'appel de l'autre. Prendre soin de l'autre implique
une manière d'être avec l'autre. C'est la capacité ou la sensibilité à l'attention et à la reconnaissance de l'autre et ses besoins. L'engagement vers l'autre est la promesse et son application de faire tout son possible au cours du travail en commun. L'exposition aux ressources et technologies a plusieurs avantages. Favorise l'apprentissage des mathématiques, facilitant le passage à l'abstraction et donnant la place au processus mathématique. Sont aussi un moyen pour diversifier les pratiques d'enseignement, les stratégies ainsi que la production des élèves. Permet aux futurs enseignants de problématiser l'enseignement et l'apprentissage en faisant émerger des obstacles didactiques. Ces utilisations aussi peuvent aider à innover et répondre aux besoins des élèves. Finalement, il est possible de développer une identité professionnelle positive, un sentiment de confiance et de réussite. Passons aux pratiques qui émergent et ses impacts chez une future enseignante. Un des pratiques, c'est l'exploration des conceptions de l'enseignement des mathématiques. Le questionnement est autour de ce que c'est les mathématiques et son enseignement. On cherche à confronter nos étudiants avec ses propres conceptions de l'enseignement des mathématiques, à mobiliser ces conceptions en leur exposant à la voix des experts et à les faire vivre des expériences d'apprentissage significantes. On cherche également à qu'ils puissent se rendre plus conscients de ces défis et des opportunités de les surmonter. Awan Daye, ancien étudiant, nous partagera comment ces conceptions ont évolué durant la formation. C'est Awan Daye, je viens tout juste d'obtenir une maîtrise en éducation, concentration en leadership, évaluation, programme et politique éducationnelle à l'Université d'Ottawa. Donc pour répondre à la question de savoir quelle est ma conception personnelle de l'enseignement des mathématiques, je répondrai que c'est un cheminement de pensée qui a été basé sur 3 grandes périodes, avant, pendant et après ma formation d'enseignement. Pour la période avant ma formation, pour résumer, en fait, je dois dire que j'avais une vision qui était très élitiste des mathématiques et que ma conception était plutôt rigide et fermée dans le sens, par exemple, où je pensais que l'apprentissage par cœur était la principale stratégie efficace pour apprendre les mathématiques. Également, j'avais très peur de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions de mes élèves. En gros, j'avais peur de l'échec. Pendant ma formation, donc cette période a été jalonnée de révélations et de questionnements, notamment en fait questionnements sur ma professionnalisation, où j'ai pris conscience de la nécessité d'être efficace, pour être efficace, d'être compétente en mathématiques, non seulement sur son savoir, sur les savoirs en fait qu'on construit avec l'élève, mais aussi le savoir-faire et le savoir-être en tant qu'enseignante. Et que l'échec également devait être pris comme une opportunité de croissance. Après ma formation, donc a été une période d'ouverture, je suis arrivée à plusieurs constats, notamment j'ai compris en fait que chaque élève est singulier en termes de besoins et de centre d'intérêt et que par conséquent, son type d'apprentissage et mon style d'enseignement le sont aussi. J'ai compris qu'il n'y avait malheureusement, heureusement, pas de recette magique, mais qu'on pouvait tout de même dégager quelques ingrédients qui pourraient y contribuer. En voici quelques exemples. Donc, par exemple, important pour moi est d'avoir toujours cette flexibilité de pensée en termes de méthode d'enseignement, mais aussi de méthode d'évaluation. Et qu'il fallait que je puisse trouver le bon tempo en groupe classe, c'est-à-dire d'ajuster et de réguler mon enseignement pour éviter la frustration des élèves en difficulté ou au contraire des élèves en douance, d'où la différenciation pédagogique. Important également, c'est de toujours rester humble, authentique et passionné tout en étant professionnel. Je pars du principe que de la même manière que le rire est communicatif, je suis persuadée qu'on peut communiquer sa passion pour les mathématiques à ses élèves. L'étape logique pour moi était de vivre en salle de classe les nouvelles réalités de ma conception que j'avais vis-à-vis des mathématiques, de son enseignement de l'apprentissage, raison pour laquelle j'ai eu la chance de créer un club de mathématiques à titre bénévole au sein d'une école francophone du Conseil
scolaire Viamonde que j'ai appelé le club Pythagore. J'ai axé ce club sur l'apprentissage par le jeu, l'intégration et le transfert des concepts mathématiques appris à d'autres disciplines telles que la philosophie et l'art. Une vaste gamme des activités sont proposées pour aider à nos étudiants à comprendre les notions mathématiques et maîtriser les stratégies pour développer une compréhension approfondie des mathématiques. L'accent est mise sur la diversification des stratégies d'enseignement, le passage à l'attraction, la place de la résolution des problèmes. En particulier aussi, on parle de différenciation en mathématiques, prenant le cadre de la chercheuse Marianne Small sur les questions ouvertes et les tâches parallèles. Également, nous explorons les habiletés associées à chacun de ces domaines et le développement de la pensée mathématique. J'ai invité à Israël Flavier et Cynthia Cheny, enseignants du conseil scolaire Viamonde, à nous partager ses expériences à ce sujet. Donc, bonjour Israël et bonjour Cynthia. Je vous propose de démarrer notre conversation en vous demandant de partager vos expériences dans l'enseignement et les stratégies que vous utilisez pour développer la compréhension en mathématiques. Donc, bonjour professeur et bonjour Cynthia. Pour ma part, je pense que ça est ma deuxième année d'enseignement ici en Ontario, mais aussi j'ai aussi pas mal d'années d'expérience dans l'enseignement des mathématiques avant de travailler ici en Ontario. Parlant des stratégies d'enseignement en mathématiques, je pense qu'il y en a plusieurs, mais il y a une stratégie que j'essaie de mettre en classe cette année particulièrement. Il s'agit de la conversation mathématique. Donc, la conversation mathématique, c'est une activité qui porte les élèves à observer, à réfléchir et à exprimer leurs pensées mathématiques. En fait, comment cela se passe de façon concrète? L'enseignant général montre aux élèves un appui visuel. Cet appui visuel peut être une image ou une petite situation mathématique. Et l'enseignant maintenant pose des questions ouvertes. C'est toujours mieux de commencer par des questions ouvertes du genre « que vois-tu »,« que remarques-tu ». Ces questions permettent à chaque élève de pouvoir s'exprimer suivant son niveau de développement. Et aussi, ces questions aussi permettent aux élèves non pas de s'attarder sur une bonne réponse, mais de penser au processus, de s'attarder sur le processus mathématique en tant que tel. Donc, on peut aussi demander aux élèves quelles questions on pourrait se poser. Donc, là, maintenant, c'est à eux de trouver une question en rapport avec l'image ou à la situation qui est montrée et de trouver une question qui pourrait s'adapter à cette situation-là. C'est vraiment une stratégie très intéressante qui a beaucoup d'avantages. Ça permet la participation des élèves, ça favorise l'utilisation des questions ouvertes et aussi, ça permet aussi de pratiquer le calcul mental. Et bien sûr, ça permet aussi à chaque élève de pouvoir s'exprimer suivant son niveau. Oui, moi c'est Cynthia. Bonjour Israël, bonjour Madame Carolina. Je suis enseignante aussi, c'est ma deuxième année d'expérience en Ontario et j'ai aussi une expérience en enseignement antérieur. Et pour moi, l'enseignement des mathématiques, la stratégie vraiment que j'utilise, comme Israël a dit, il y a plusieurs stratégies. Mais dans ma classe, l'une des stratégies sur lesquelles je travaille vraiment, c'est la résolution des problèmes. La résolution des problèmes fait vraiment partie du processus mathématique et c'est l'un des facteurs qui contribue vraiment à l'apprentissage des mathématiques, qui contribue à l'apprentissage efficace des mathématiques chez les élèves. La résolution des problèmes permet aux élèves de trouver une solution ou bien d'acquérir d'acquérir des connaissances dans des nouveaux concepts en fonction du niveau de base de l'élève, et elle permet aux élèves surtout de raisonner et de construire eux-mêmes parfois leurs expériences. Dans ma classe, j'utilise souvent la résolution des problèmes principalement pour montrer aux élèves
la consolidation de certains concepts. Par exemple, quand on parle des situations d'ajout ou des situations de retrait, je peux proposer aux élèves des situations, problèmes qui ont vraiment un lien avec leur vie quotidienne. Et à partir de ces problèmes, ils doivent trouver des solutions. Et dans la classe, on insiste souvent sur les étapes de la résolution des problèmes, vraiment pour amener les élèves à développer, à comprendre le problème, à développer le raisonnement, à développer même leur pensée critique et aussi à communiquer parce que c'est important pour les élèves de pouvoir communiquer, que ce soit oralement ou par écrit, leurs résultats. Et l'une des choses que j'aime bien, ça rejoint aussi un peu la conversation mathématique dont Israël a parlé. Pendant la résolution des problèmes, à la fin d'un problème, on peut vraiment essayer de faire comme une conversation avec les élèves. Les élèves vont passer par groupe ou bien individuellement, partager leur stratégie avec les autres élèves. Et ça va permettre à ceux qui n'avaient peut-être pas trouvé des solutions de pouvoir s'approprier des stratégies des autres et de pouvoir trouver aussi des solutions à leurs problèmes. Et il y a une deuxième façon aussi qu'on peut utiliser la résolution des problèmes, c'est vraiment pour amener les élèves à comprendre les nouveaux concepts. Par exemple, lorsqu'on est en train de faire on peut leur proposer un problème de partage équitable pour les permettre de comprendre la fraction et de comprendre la fraction comme étant une partie. On peut leur demander, par exemple, de partager une pizza. On leur propose une situation qui est de leur vie quotidienne, partager une pizza entre un certain nombre de personnes, le partage équitable. Et là, on va voir des élèves qui vont réfléchir à comment partager. L'idée, c'est vraiment d'arriver à diviser la pizza et de comprendre que chaque personne reçoit une partie de la pizza et là, ils pourront définir le concept des fractions. Ça, c'est l'une des façons, ça, c'est vraiment l'une des stratégies que j'utilise aussi en classe pour développer la compréhension des mathématiques chez les élèves. Merci beaucoup. Israël, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je souhaiterais juste dire que je rejoins aussi Cynthia dans ce qu'elle vient de dire. Donc aussi, moi, dans ma classe, chaque jour, je propose un petit problème à ma classe, chaque jour. Et avant de commencer ma période de mathématiques, alors je résous le problème avec la classe, mais comme a dit Cynthia, les deux se rejoignent, résolution de problèmes et conversation mathématique aussi, puisque j'anime une conversation mathématique, une discussion avec la classe autour du problème et autour des différentes stratégies. Très souvent, je ne m'intéresse pas nécessairement à la bonne réponse, mais à la stratégie qui a été utilisée. Et là, c'est pour dire que Cynthia a parfaitement raison en disant qu'il y a vraiment un lien entre résolution de problèmes et conversation mathématique. Excellent. Quand on parle de stratégie, on parle de différenciation des stratégies, différentes stratégies, on utilise beaucoup ces termes. Mais pourriez-vous partager, par exemple, donner un exemple d'une situation où vous développez un contenu et vous proposez différentes stratégies? Oui, par exemple, une situation, on peut proposer un problème et laisser les élèves vraiment libre cours à leur stratégie. C'est peut-être quand on fait des résolutions des problèmes, on peut permettre aux élèves, je vais prendre un exemple, on peut demander aux élèves, on est en train d'organiser peut-être une soirée et on a un certain nombre d'invités et on a des tables qu'on veut disposer. Je prends un exemple, on va dire, on a des tables triangulaires et on suppose que sur chaque table, on a trois invités qui sont assis. Et puis, on demande aux élèves, bon, si on a peut-être 9 personnes ou bien 12 personnes, combien de tables on doit utiliser? On sait, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment quel est le processus que les élèves utilisent. Il y en a qui vont penser tout de suite à une multiplication. Il y en a qui vont penser peut-être à une suite et puis peut-être construire une suite, prolonger une suite. Et puis, c'est dit, si j'ai 3 personnes sur une table, à 2 tables, combien de personnes je peux avoir sans forcément utiliser la multiplication. Ils peuvent essayer de penser à la suite, prolonger leur suite et puis à la fin se dire, ah oui, si j'ai 12 personnes, peut-être que j'aurais besoin de tel nombre de tables sans penser à la multiplication directement. Ça fait 2 façons de raisonner qui sont très importantes, le raisonnement algébrique et le raisonnement, on a le raisonnement algébrique d'un côté et le raisonnement arithmétique d'un côté, qui sont les 2 façons de penser qui sont très intéressantes pour les élèves et puis ça peut leur permettre vraiment d'avoir un esprit
ouverts par rapport aux situations de problèmes qu'on leur propose. Ça, c'est l'une des façons que j'utilise aussi pour aider les élèves à raisonner en mathématiques. Merci beaucoup. Pour ma part, je dirais que j'utilise aussi la manipulation. À travers tous les concepts, j'essaie de partir du concret pour aller vers l'abstrait. Et que ça soit avec les suites numériques, que ça soit donc les suites numériques qui se retrouvent dans le domaine de l'algèbre, que ça soit avec la littératie financière. Donc, partir de la manipulation, toucher des objets, construire un exemple avec les suites non numériques, construire des suites avec des blocs, avec différents blocs, pouvoir identifier les attributs, le motif, le nombre d'éléments dans le motif. Et après, maintenant, utiliser le papier crayon pour interpréter tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment de la différenciation pédagogique en permettant aussi aux élèves de manipuler et après de pouvoir traduire leurs pensées mathématiques sur du papier. Donc, moi, j'utilise beaucoup cela en classe. J'essaie au maximum de permettre à mes élèves vraiment de vraiment manipuler avec du matériel concret et ensuite de pouvoir passer à l'abstrait à travers les symboles mathématiques et tout le reste. Ouais. Excellent, merci beaucoup. J'aimerais vous proposer une dernière question. Et cette question, c'est liée à les interactions dans la salle de classe. Lors du travail en classe, de la mise en place d'une activité, quel type d'interaction vous privilégiez? Moi, dans ma classe, j'aime le travail coopératif. C'est vrai que c'est un peu limité maintenant avec les conditions sanitaires, mais on est autorisé à faire travailler les élèves par duo, donc je l'utilise le plus souvent parce que je pense que le partage des connaissances, le partage des expériences, ce serait bénéfique pour les élèves, étant donné que un élève peut apprendre de son camarade. Je favorise le travail en duo dans les conditions actuelles. Et aussi, le travail individuel de temps en temps, vraiment pour que l'élève me montre aussi ce qu'il a compris de l'activité ou bien du concept. Oui, ce sont vraiment les deux stratégies que j'utilise. Le travail collaboratif et de temps en temps aussi un peu du travail individuel. Oui. Alors, je te rejoins, Cynthia. Je pense qu'on est dans un contexte exceptionnel cette année, donc depuis l'année dernière, bien sûr. Et cette année, il y a plus de flexibilité. On autorise maintenant des travaux en groupe, on autorise le partage du matériel. L'année dernière, ce n'était pas du tout autorisé. Donc, je pense que l'année dernière, c'était vraiment difficile de travailler en groupe, bien que la stratégie, c'était qu'on utilisait des visières en classe. Moi, j'ai eu à le faire. Mais tout comme toi, j'utilise la réflexion individuelle, donc des interventions individuelles par élève qui me proposent leur stratégie en grand groupe, des travaux en diade, donc là, ils sont en deux et puis ils font de la manipulation et puis ils échangent des stratégies. C'est vraiment bénéfique parce que certaines fois, ils arrivent à trouver le vocabulaire approprié pour expliquer à un ami ce que moi, peut-être avec mes mots, qu'ils n'allaient pas comprendre parfaitement, mais l'échange se fait plus facilement. Et je fais aussi des activités en petits groupes. Donc, certaines fois, le grand groupe est en train de travailler et puis j'ai 2, 3 élèves avec moi avec qui je fais une conversation ou bien je fais une entrevue ou bien je m'assure qu'ils ont vraiment compris. Donc, ça, je fais aussi, j'essaie de le faire aussi comme ça en classe. Ah oui, et aussi pour rejoindre Israël sur ce point, c'est aussi vraiment important. Le dernier point, vraiment travailler, faire des entrevues avec des élèves, c'est très important. Moi, je trouve que c'est très important dans une classe. Moi, par exemple, j'ai une classe à 2 niveaux et je trouve que c'est très important cette stratégie parce que parfois, on est obligé d'enseigner des concepts différents dans un autre niveau. Donc, le fait de travailler en petits groupes, ça permet vraiment d'aller consolider ces concepts-là qu'on ne peut pas enseigner à toute la classe forcément en même temps. Et ça donne vraiment l'occasion à l'enseignant de comprendre, de voir à quel niveau est-ce que l'élève est rendu en question. Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce qu'il a quelque chose d'autre à apprendre? Et ça nous donne vraiment l'occasion de pouvoir échanger effectivement avec l'élève en question. Ça, c'est aussi une bonne stratégie dans la différenciation aussi. Ça permet d'aller rejoindre l'élève dans son intérêt, de comprendre quelles sont ses difficultés, quels sont ses défis et de pouvoir l'aider à évoluer par rapport au reste de la classe aussi. Bon, merci beaucoup pour toute cette intervention très, très riche. L'utilisation de ressources et technologies est prouvée comme une stratégie qui a multiples bénéfices.
Elle aide à l'émergence de questionnements d'ordre didactique associés à la prise en compte de la relation savoir-médiation et connaissance. De plus, il permet de rencontrer le sentiment de devenir un enseignant compétent. Faten Traversi et Nina Colossi, étudiants en première année, actuellement en stage, nous parlerons de ces découvertes et comment elles commencent à envisager des impacts dans ses futurs élèves. Ma collègue Faten et moi allons vous partager nos expériences par rapport aux ressources et aux technologies que nous avons découvertes lors du cours de didactique de mathématiques du professeur Rumino. De mon côté, j'ai beaucoup aimé le logiciel Instrument Poche qui permet de tracer des figures géométriques avec du matériel spécifique parce que je ne connaissais pas de logiciel de ce type avant. J'ai aussi beaucoup aimé la ressource Matigon qui permet d'utiliser une très grande sélection de matériel de mathématiques comme des cercles fractionnaires ou des droites numériques. De ma part, comme j'ai fait ma formation en ligne, j'ai travaillé avec les ressources et le matériel de manipulation virtuelle, comme le GeoGebra et le Matigan aussi. D'abord, j'ai bien aimé l'idée de manipulation en tant que telle. Par exemple, la ressource de GeoGebra m'a permis de vivre l'expérience de me placer à la place de l'élève, de me poser des questions que peut-être l'élève va aussi se poser. Ces ressources étaient bien structurées, elle avait des icônes claires et bien colorées, je les trouve vraiment attrayantes. Personnellement, je me suis bien amusée avec le matériel virtuel de la géométrie, comme le rapporteur, le compas, les règles. C'est facile à manipuler et c'est aussi rapide. Alors, comment penses-tu que les ressources et les technologies vues dans le cours peuvent impacter les apprentissages de tes futurs élèves? Très bonne question. Je pense que les ressources et les technologies vues dans le cours peuvent impacter les apprentissages de mes futurs élèves, car cela peut les engager dans le travail, leur montrer la beauté des mathématiques avec, par exemple, la manipulation des outils de la technologie. Ça attire leur attention, leur intérêt par les couleurs, les icônes et la facilité aussi de manipulation. Il y a des fois la possibilité d'interagir avec la ressource, comme avec des applications d'algèbre ou bien de géométrie. Effectivement, je n'avais pas accordé autant d'importance à la conception artistico-visuelle, donc j'aime bien ton point. Personnellement, la ressource instrument poche me sera très utile pour faire l'enseignement explicite de la construction géométrique. Cela va être plus pratique que d'utiliser le matériel qui est peut-être petit pour que tous les élèves puissent voir en même temps. C'est aussi intéressant pour apprendre le vocabulaire du matériel de construction. La ressource instrument poche, c'est aussi très bien pour visualiser des notions abstraites. Par exemple, on dit à un élève un angle aigu, d'accord, mais un angle aigu, qu'est-ce que c'est? Donc, on sait que c'est un angle plus petit que 90 degrés. Donc, avec cette ressource, on peut offrir à l'élève une représentation concrète de cette notion abstraite. Justement, les ressources technologiques suscitent la curiosité des élèves, les amènent à explorer les notions mathématiques comme les concepts de géométrie, avec l'exploration des formes, de construction, de transformation géométrique aussi. Les concepts de codage, comme aussi le langage de Scratch, ainsi que le traitement de données comme la représentation graphique. Tu as raison. C'est vrai qu'il y a une grande diversité d'outils de représentation mathématique. Par exemple, la ressource Matigon est vraiment multifonction. Je ne vais pas pouvoir parler de toutes les fonctionnalités maintenant, mais une des fonctionnalités dont je vais me servir dans ma future vie professionnelle est la fonction de représentation des fractions, parce qu'on peut le représenter en barres ou bien avec des cercles fractionnaires. Et aussi une autre fonctionnalité qui va être très utile pour mes futurs élèves est la balance. Parce qu'il y avait une possibilité de mettre des unités positives, des unités négatives et de montrer qu'ils peuvent s'annuler quand on les associe ensemble. Il y a aussi la possibilité de représenter les inconnus dans les équations avec des formes plus ludiques comme des étoiles ou des cœurs. Je pense que les élèves de POI, ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, les ressources de manipulation, soit concrètes ou virtuelles, leur permettent de concrétiser et visualiser les notions qui peuvent paraître abstraites. Par exemple, la division.
Donc, pour résumer, les ressources technologiques aident les élèves à comprendre les mathématiques et aussi à parfaire leur compréhension pour atteindre leur plein potentiel. Pour compléter ces exemples, nous considérons que la construction d'une communauté d'apprentissage joue un rôle important dans la formation. Lors du travail en groupe, les individus participent aux discussions prenant une place dans la réflexion mathématique. Nos futurs enseignants également se forment et se transforment en enseignants réfléchis et critiques, gagnant confiance en soi-même et se positionnent socialement comme professionnels engagés, qui chercheront de la même façon à positionner ses élèves comme agents qui vont établir le respect, la solidarité vers les autres et l'engagement de lui-même et de ses camarades dans le travail en commun. À l'automne 2020, en réponse à la crise sanitaire, nous avons passé à une modalité d'enseignement à distance, où fortifier la communauté d'apprentissage a été essentiel pour la réussite et le bien-être de nos étudiants. Asia Boujabu, étudiante en 12e année, nous fera partie du signifié qu'elle a donné à la communauté d'apprentissage. Les échanges entre pairs sont selon moi primordiaux à tout processus d'apprentissage. En effet, de par mon expérience personnelle lors de cette formation, et plus particulièrement lors de la résolution de problèmes mathématiques, les travaux de petits groupes m'ont permis de mieux appréhender cette matière, de me sentir plus à l'aise à échanger, à poser des questions, à proposer des solutions. Certains concepts mathématiques ont été mieux assimilés car parfois simplifiés par les collègues. Cela m'a vraiment permis d'acquérir de nouvelles connaissances et surtout de nouvelles compétences qu'il m'aurait été difficile voire même impossible d'acquérir au travers d'un effort purement individuel. Les travaux de groupe ont vraiment transformé ma manière de penser, de travailler et d'apprendre. En tant que future enseignante qui aimerait que chacun de ses élèves atteigne son plein potentiel, j'aimerais leur offrir un environnement sécuritaire dans lequel ils se sentiraient à l'aise d'échanger. Cet environnement n'est pas seulement d'ordre physique, il est surtout d'ordre social. En effet, permettre aux élèves de travailler ensemble, de se soutenir, d'échanger des idées, de confronter leurs opinions et leurs stratégies, va faire qu'ils se sentiront plus engagés lors de la tâche et favorisera leur réussite scolaire. Les travaux de groupe sont vraiment intéressants, que ce soit du point de vue de l'élève ou de l'enseignant lui-même. En effet, du côté de l'enseignant, les travaux de groupe lui permettent de faire de la différenciation pédagogique et de recourir à une éducation inclusive. Tandis que du côté de l'élève, cela lui permet de se sentir bien dans sa classe, de travailler dans sa zone proximale de développement et d'avoir une meilleure estime de soi. Les élèves aussi apprennent à respecter les avis d'autrui et ce sont là des valeurs qu'on aimerait inculquer à nos élèves dans nos classes. Pour finir ce webinaire, nous considérons qu'un pratiquant en mathématiques doit proposer des pratiques dynamiques, stimulantes et inclusives. Doit aussi assurer l'acquisition de connaissances solides en mathématiques, permet de gagner confiance en soi et de développer une mentalité décroissante. Donner l'occasion pour rencontrer du plaisir d'apprendre et d'enseigner les mathématiques. Encourager une attitude réflexive et critique des pratiques d'enseignement. Avec ça, je vous dis merci et à bientôt.